Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Lando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les troupes de l'armée burundaise présentes depuis plus d'une année à Kiliba, à Ouvira et dans les Sud Kivu ont commencé à quitter leur position le matin du mardi 7 octobre afin de regagner leur pays. Ce sont les membres de la société civile et des témoins présents à la frontière d'Ekiliba qui disent cela et ils affirment avoir vu les commandants de la 10e région militaire, le général-major Pacifique Musunzu, constater ces retraits. Monsieur Mbelou, pourtant, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a toujours nié vigoureusement cette présence des troupes burundaises. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Il n'y a rien qui change. Les Congolais apprennent tout simplement que ceux qui font office de ministres ou d'autres responsables des différentes institutions chez nous sont fondés sur un système de mensonges permanent. Ils entretiennent un système de mensonges que la vigilance des membres de notre société civile et de certains partis politiques qui essaient d'être éveillés est en train de démonter. Et vous savez que ce pays-là n'en est pas à son premier mensonge. Il en a été de même quand l'armée rwandaise est venue s'installer à traverser les frontières du Congo sans que la fameuse Assemblée nationale en soit au courant. Et vous savez ce qui est arrivé quand M. Vital Kamerhe, qui était à ce moment-là président de l'Assemblée nationale, a essayé d'en parler. Il y a plusieurs démentis. Vous savez par exemple que quand Tanganda a été accusé d'être un chef de guerre, il a été défendu par les institutions bidons qui sont à Kinshasa. Il a été présenté comme un général qui lutte pour les intérêts du Congo jusqu'au moment où la Cour pénale internationale de justice avait décidé de mettre la main dessus. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train, au Congo, de travailler avec des institutions impliquées dans un processus mensonger, un processus qui est en train d'être déconstruit. Je ne sais pas si vous avez vu le film que BBC a mis sur la place publique au sujet de Paul Kagame. Il y a un livre qu'un Britannique vient aussi de publier sur le mythe du génocide. Petit à petit, tout le mensonge qui a entouré le pouvoir OS qui est à Kinshasa aujourd'hui est en train d'être détricoté et nous ne serons pas surpris d'assister dans les jours, les mois et les années à venir à la mise hors d'état d'agir de tous les membres impliqués dans ce processus bidon et mensonger. Pour revenir sur le cas de l'armée burundaise sur les territoires congolais, le porte-parole de l'armée burundaise lui-même avait confirmé la présence de ses troupes dans la région d'Ouvira, au sud Kivu, et le colonel Gaspard Baratuza avait déclaré le vendredi 3 octobre à la presse locale que ces militaires se trouvaient sur les sols congolais pour aider les forces armées de la RDC et FARDC à combattre les groupes rebelles retranchés dans les hauts plateaux d'Ouvira. Pourquoi le gouvernement congolais persiste-t-il à user de ce qui s'apparente, vous l'avez dit tout à l'heure, à une communication du mensonge? Et quand vous essayez d'écouter le ministre chargé de la communication sur cette question-là, il vous dit que le Burundi n'est pas l'ennemi du Congo et qu'il y a des secrets liés à la défense que le gouvernement doit pouvoir entretenir pour conserver ses bonnes relations avec le Burundi. Moi, je ne sais pas à partir de quand le Burundi n'est plus l'ennemi du Congo, parce que le Burundi a été impliqué dans la guerre de basse intensité et de prédation menée contre le Congo
depuis les années 90 et aucun procès n'a été mené contre ce pays-là à partir du Congo ou à partir des cours et tribunaux internationaux jusqu'à ce jour. Vous voyez, il y a là comme un déni permanent de l'histoire réelle du Congo. Et c'est cela qui fait mal. Qu'on ait des compatriotes qui, chaque fois qu'il est question d'un Congo qui est entraîné dans une histoire sans issue, qu'on vous dise, qu'on vous raconte autre chose que l'histoire réelle du pays. Non, il y va, franchement, d'un déni permanent de l'histoire du Congo et c'est dramatique. Mais, M. Mbelo, lorsque les ministères congolais de la Défense nationale indiquent avoir appris avec stupéfaction qu'il y aurait sur les sols congolais aux alentours de la cité d'Ekiliba, dans le sud Kivu, la présence des militaires d'un pays voisin, et d'aller plus loin en affirmant ceci, il n'existe actuellement aucun accord avec un quelconque pays voisin autorisant des opérations militaires conjointes sur les sols congolais. C'est ce qu'a déclaré sur la télévision publique les responsables, c'est le général Kasonga, le porte-parole du ministère congolais de la Défense. Monsieur Mbelo, n'est-ce pas là une indication grave d'une énorme vacuité du pouvoir à Kinshasa? Vous parlez de vacuité et vous utilisez un mot adéquat. Il n'y a rien. Il y a un véritable vide du point de vue d'un leadership national, patriote et responsable dans ce pays-là. Et s'il n'y a pas dans un avenir très proche un leadership alternatif, le Congo va disparaître comme pays et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Mais ce leadership dont tout le monde appelle de tous ses voeux, d'où viendra-t-il? Lorsqu'on observe ce qui se passe à Kinshasa, par exemple, au Parlement, les personnels politiques qui y fait la pluie et les beaux temps, on a comme l'impression que ce n'est pas demain que les malheurs du Congo vont finir avec un tel leadership. Je vous prie de ne pas vous limiter à ce qui se passe à Kinshasa. N'eût été la vigilance de nos compatriotes de l'Est, cette armée-là serait restée pendant très longtemps sur le territoire congolais. Mais Les Congolais, oui. je parle du Parlement de Kinshasa puisqu'on n'a rien entendu de ce côté-là. Ils n'ont pas été saisis de quoi que ce soit, ils n'en ont pas parlé, ils sont plus préoccupés à discuter de la révision constitutionnelle. Il ne faut pas compter sur ces gens-là. Il ne faut pas compter beaucoup sur ces gens-là. Il faut beaucoup plus compter sur la vigilance, l'éveil patriotique de nos masses populaires. Elle est en train de se faire et elle finira par avoir raison de tous les menteurs impliqués dans le processus mensonger engagé dans notre pays depuis la guerre de l'AFDEL jusqu'à ce jour. Très bien, pour parler du cas précis de ce que vous avez appelé communication du mensonge, il y a Jean-Baptiste Placard, journaliste de TV5 et Radio France Internationale, qui a consacré un éditorial sur les cas Lambert Mende, ministre, qui lui décrit comme ministre du démenti, en affirmant, il dit notamment qu'il y a des moments où il faut garder le silence lorsqu'on ne peut pas assumer. Rappelons que cela est parti de l'information des Human Rights Watch, qui a fait état d'une centaine de personnes décédées au camp Kotakoli par manque de soins et nourriture appropriée. Et est-ce que Lambert Mende n'en fait-il pas un peu trop dans cette communication du mensonge, puisqu'il il sort régulièrement du bois pour apporter des démentis sur chaque information qui est livrée sur le Congo? Mais finalement, il devient ridicule. Il devient ridicule parce que il n'est pas capable de pouvoir cacher les faits. Et ce qui est navrant au sujet des morts qu'il y a eu du côté de l'Équateur, c'est que il en parle en des termes très légers. Pour lui, 100 personnes qui meurent à gauche, à droite, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas qu'au Congo où les gens meurent. Vous voyez, quand vous avez affaire
à des compatriotes qui cherchent à servir en politique pour leur survie biologique, ils peuvent arriver à un déni de l'humanité à leurs compatriotes. Ils peuvent même arriver à la banalisation de la vie et de la mort. Vous vous imaginez des Belges qui meurent comme ça, comme des mouches. Il y en a 100 qui meurent en une seule fois, et que le ministre chargé de la communication belge passe à la télévision pour dire il n'y a pas qu'en Belgique que les gens meurent de malaria ou de choléra. Je vous assure qu'il risque de perdre son poste. Mais chez nous, comme on vit dans un monde de déni permanent, comme la vie et la mort ont été banalisés par un groupe de seigneurs de la guerre, infiltrés dans les institutions congolaises, on trouve normal qu'il y ait 100 personnes qui meurent et qu'on fasse un commentaire selon lequel il n'y a pas qu'au Congo où les gens meurent. Or, le Congo est en train de devenir, depuis tout un temps, un véritable mouroir par la faute de ces infiltrés dans les institutions congolaises qui ne font que la politique du ventre. Et c'est dramatique, comme je le disais, si les dignes fils et les dignes filles du Congo n'arrivent pas à trouver, à mettre sur pied un leadership alternatif à celui qui vit du déni de l'humanité, du déni de la vie, du déni de l'histoire du peuple congolais. Mais M. Mbelou, un mot sur cette communication du mensonge. Ce qu'il exerce, pense-t-il, est-elle uniquement destinée à une consommation intérieure ou bien elle vise également l'extérieur, puisque j'ai l'impression qu'il ne s'imagine pas de l'effet du mauvais effet que cela fait à l'extérieur, parce que vu de l'extérieur, on a comme l'impression que au Congo, les régimes ont perdu complètement les repères. Attention, là je vous demanderai d'être très lucide, parce que même à l'extérieur, les médias mensonges pilulent. Hein. Le citoyen lambda n'a pas toujours l'information qu'il faut. Même à l'extérieur aujourd'hui, ce sont les médias dominants qui sont devenus les médias mensonges et qui distillent le mensonge à longueur de journée pour le citoyen lambda. C'est que ce que ce monsieur-là fait au Congo n'est pas très différent de ce qui se fait à l'extérieur. Mais maintenant, à l'extérieur, quand le mensonge est démenti, quand le mensonge est détricoté sur la place publique, ceux qui l'ont débité peuvent courir le risque de perdre leur poste. Malheureusement, au Congo, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là parce que le pays n'est pas dirigé, n'est pas gouverné. Le Congo est un non-État. Le Congo est un État manqué. On a produit au cœur de ce pays-là un État failli, hein, d'où il est d'abord urgent de pouvoir travailler demain avec un leadership alternatif à pouvoir mettre sur pied un État de droit démocratique pour pouvoir remettre les choses sur les rails. Sinon, nous allons toujours continuer à nous plaindre et les plaintes ne vont rien arranger. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de trouver une direction, un leadership alternatif. Le reste pourra petit à petit s'arranger. Mais M. Mbelou, tous les drames du Congo, n'est-il pas que les problèmes ne se réduisent pas uniquement à la personne de Lambert Mende? Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'on aurait toujours affaire à ce genre de communication. On se souvient, avant Mende, il y a eu un certain Kinkei Moulumba qui tenait exactement le même genre de discours, puisqu'il niait par exemple les départs de Mobutu pendant que les troupes de l'AFDL se trouvaient déjà dans les faubourgs de Kinshasa. Oui, mais ce sont les mêmes qui ont une très grande capacité caméléonesque de changement. Et vous vous rendez compte que ce sont les mêmes qui ont dansé le Djalelo hier, qui poursuivent leur danse du ventre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous appelons de tous nos voeux l'avènement de notre leadership visionnaire et responsable au Congo.
Très bien. Selon la voix de sans voix, plusieurs personnes sont victimes d'extorsion de biens, de tortures et d'autres traitements inhumains ou dégradants de la part de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements. Et c'est la voix des sans voix qui livre cette information. Et ils affirment également, ces derniers temps, la voix des sans voix a été saisie par des membres des familles de certaines victimes qui sont enlevées et détenues au secret à l'ANR. On parle d'une centaine hein, qui seraient en détention dans les cachots de l'ANR. Parmi ces victimes, on parle d'un certain Crispin Mbayo, britannique d'origine congolaise, qui a été enlevé 2 jours après son arrivée à Kinshasa pour les vacances. C'est ce qu'a dénoncé le président de la voix de sans voix, Doli Ibefou. Monsieur Mbelou, voilà là un exemple patent de ce qu'on décrit à Kinshasa comme les gouvernements parallèles, hein, les tout-puissants qui opéreraient à partir de la présidence, puisque l'ANR, semble-t-il, ne répond que à de ces actes qu'à la présidence de la République. Il n'y a pas de gouvernement parallèle au Congo, il y a une police politique qui essaie de tout régenter et même le gouvernement faisant fonction au cœur de l'Afrique participe de cette police politique. Ce qu'il y a, c'est que on pratique au Congo le banditisme de l'État. Le banditisme dans un État manqué. Voilà ce dont il est question au Congo et ce sur quoi plusieurs compatriotes devront avoir les yeux ouverts. À cette allure-là, vous voyez, ce qui remonte à la surface maintenant, c'est le fait qu'on puisse confisquer des biens à des compatriotes. Mais le Congo, au plus haut niveau, est occupé et confisqué par la communauté occidentale et c'est sous-fifre. Donc ce qui se passe au niveau microdimensionnel trahit ce qui se passe au niveau macrodimensionnel, au niveau national, la confiscation de tout un pays par la communauté occidentale et ses sous-fifres et ses nègres de service. Voilà qu'au niveau de l'ANR, on vit cela de manière microscopique, mais c'est ce qui se fait au niveau national, au niveau macroscopique au Congo. Donc, ça n'étonnerait personne. Encore une fois, le problème, c'est celui de la direction d'un leadership alternatif qui pourrait rendre sa fierté au peuple congolais. C'est de cela que le peuple a un peu plus de besoin. Un leadership qui lui rende toute sa fierté, toute sa dignité et qui respecte son humanité. Mais vous parlez de ces leaderships, et s'il doit venir, doit-il faire table rase du passé hein, puisque on les voit par exemple avec les pouvoirs actuels qu'il y a à Kinshasa, en son sein on retrouve plusieurs anciens mobutistes hein, qui offrent leurs services. Même dans l'ANR on retrouve des anciens de l'époque des Mobutu qui, parce que par la manière de fonctionner, ça rappelle bien ce qu'on appelait à l'époque, je sais pas, la CNS, l'AND à l'époque. On a l'impression que rien ne change. Doit-on le faire avec un autre personnel politique ou bien garder celui-ci et est-ce que cela est réaliste hein Il y a un élément qui n'a pas été encore introduit suffisamment dans la politique dans ce pays-là, de ce pays-là. C'est l'élément justice. La justice n'a pas encore été rendue au peuple congolais, clochardisé, malmené, tué, nié dans sa dignité et dans son humanité. Si nous voulons que ce pays-là revienne sur les rails et aille de l'avant, nous aurons besoin demain d'une justice transitionnelle qui donne, ne fût-ce qu'un petit exemple, qu'un pays ne peut pas se bâtir sur l'impunité. L'impunité dure depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Les commanditaires, les initiateurs du coup d'État contre
Lumumba et leurs sous-fifres n'ont jamais été jugés comme ceux qui sont en train de spolier les biens du Congo, de lui mener une guerre perpétuelle de basse intensité. Eux aussi et leurs sous-fifres méritent d'être jugés demain afin que, mettant fin à l'impunité, ce pays-là se rebâtisse sur des bases éthiques, des bases politiques solides et simplement humaines ou humanistes. Très bien. Dans un rapport publié le jeudi 9 octobre 2014, les Nations Unies lancent un appel afin que justice soit rendue à l'égard des crimes commis par les M23 lorsqu'ils exerçaient un contrôle effectif sur des parties des territoires de la province du Nord Kivu entre les mois d'avril 2012 et novembre 2013. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Des enquêtes du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RTC ont en effet révélé qu'au cours de cette période, des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont été commis, ce qui pourrait constituer des crimes internationaux ainsi que des crimes selon les codes pénals congolais. Monsieur Mbelou, pourquoi publier ces rapports en ce moment précis? Puisque le gouvernement congolais a conclu, semble-t-il, un accord avec les M23 pour mettre fin à la rébellion. Mais, comme je le disais, il est difficile de mettre fin à une rébellion et surtout à la résurgence répétitive des rébellions si la justice n'est pas exercée. Mais M. Mbello, puisque le gouvernement congolais a prononcé l'amnistie par rapport à ça, est-ce que c'est réaliste lorsqu'on promet de faire justice, lorsqu'on sait que la plupart de ces gens sont amnistiés? Ce n'est pas de la poudre aux yeux qu'on lance. Vous parlez de quel gouvernement congolais? Un gouvernement congolais ayant en son sein des seigneurs de la guerre de l'AFDL. C'est là que le rapport de ce bureau de l'ONU est limité. C'est un rapport de trop. Le rapport mapping a été beaucoup plus détaillé que tous les autres que nous avons maintenant. Ce rapport-là n'a pas été exploité en profondeur. Les multinationales impliquées dans la tragédie des Grands Lacs n'ont jamais été inquiétées. Les sous-fifres et les nègres de service utilisés par ces multinationales dans les pays des Grands Lacs n'ont jamais été inquiétés. Le M23, c'est une émanation du RCD et du CNDP, on pourrait même dire de l'AFDL. Mais tous les seigneurs de la guerre, du RCD, du CNDP, n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été jugés. Vous voyez? Donc il y a comme une urgence de pouvoir engager le Congo sur la voie de la justice transitionnelle, et il n'y a qu'un leadership congolais responsable qui peut mener ce travail-là à bien. Pourquoi? Parce que même l'ONU a des responsabilités dans la faillite de l'État congolais aujourd'hui. Et cette responsabilité est historique. C'est une responsabilité qu'elle assume depuis les années 60. J'ai encore quelques bribes de phrases de Che Guevara à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de l'ONU vers les années 60, après la mort à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Che Guevara disait, je paraphrase, que ce leader africain avait été assassiné parce que les puissances impérialistes occidentales voulaient faire main basse sur les richesses du Congo. Et voilà que ça dure. On passe d'un rapport à un autre, mais les procès menés contre les multinationales, et les impérialistes, les États profonds impliqués dans la guerre perpétuelle qui se mène au Congo, ce procès-là n'a pas encore commencé. On ne peut pas se limiter
au M23. Le M23 fait partie des acteurs apparents. Hein, il faut aller aussi vers les acteurs majeurs qui sont dans l'ombre. Et pour mieux faire le procès du M23, il faudrait d'abord faire le procès de l'AFDEL, du RCD et du CNDP. Si le procès à mener contre le M23 est coupé de cette dimension historique, il sera un procès biaisé. Mais que faire dans cette situation? On a l'impression que c'est les Nations Unies qui gardent la main par rapport à la justice à appliquer, parce que son représentant sur place, Martin Kobler, c'est lui qui a la main. Et par exemple, il fait des déclarations, il condamne le meurtre des 9 civils à Oicha cette semaine. Il parle de la relocalisation des FDLR. On a comme l'impression que c'est une espèce de proconsul. Hein. C'est vraiment lui. Est-ce que c'est trompé de dire que c'est lui qui tient vraiment la main au Congo? Mais Combien? allez un peu plus loin que ce que vous dites là. Est-ce que c'est se tromper que de dire que c'est lui le véritable président du Congo? Et dernièrement, j'ai lu un texte sur le site de Radio Okapi qui disait que la MONUSCO voudrait coaliser avec Africom pour lutter contre la LRA. Mais j'ai failli tomber en syncope parce qu'Africom est une armée des États-Unis qui cherche à conquérir les espaces africains riches en matières premières stratégiques. C'est par Kobler que le loup va davantage rentrer dans la bergerie pour que l'occupation du Congo, sa néocolonisation, soit perpétuelle. Beaucoup de compatriotes n'ont peut-être pas été attentifs à cet article qui a été publié par la Radio Okapi, mais dès qu'ils l'ont lu, qu'ils aillent sur un moteur de recherche comme Google, qu'ils mettent Africom et qu'ils lisent ce qu'il y a sur Africom, qu'ils mettent par exemple sur YouTube Africom Go Home, ils vont lire, ils vont avoir un documentaire qui peut les instruire sur les vues que Africom et les États-Unis ont sur l'Afrique, et beaucoup plus particulièrement sur un pays comme le Congo qui est très riche en matières premières stratégiques. Donc, comme je vous le disais il y a quelque temps, les jours, les mois et les années à venir risquent d'être encore très très durs pour l'Afrique et pour le Congo. Pour finir un mot sur la CPI, la Cour pénale internationale, le président kenyan Uhuru Kenyatta est devenu mercredi de cette semaine le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il a assisté à une audience clé qui pourrait permettre de déterminer si la date de son procès pour crime contre l'humanité sera enfin fixée ou si la procédure sera reportée sine die. Monsieur Mbelou, est-ce une énième humiliation pour l'Afrique de la part de cette justice dite internationale? Je rappelle qu'il y a quelques mois, lors d'un sommet de l'Union africaine, plusieurs pays voulaient lancer cette dynamique de quitter la CPI, mais sous la pression de la communauté internationale, entre guillemets, ils ont décidé de surseoir à cela. Quelle lecture vous avez de cette situation? Et quand vous parlez de la CPI, essayez de voir dans quel contexte cette cour-là est née. Dernièrement, j'ai suivi la déposition de Charles Blé Goudé là-bas. Les Africains ont beaucoup d'appréhension sur le fonctionnement de cette cour-là. Et pour nous, cela ne devrait pas nous étonner outre mesure. Parce que les guerres secrètes des pays impérialistes en Afrique sont aussi celles de la politique et de la justice internationale. On ne devrait pas être surpris que demain, tous les présidents africains qui chercheraient à s'émanciper davantage
de l'impérialisme et du néolibéralisme de la néocolonisation se voit déférer devant cette fameuse Cour pénale internationale. On n'y a jamais vu, on n'y a jamais vu jusqu'à ce jour ceux qui sont impliqués à partir de l'Occident dans la destruction d'autres pays, comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Afghanistan. Non, ces messieurs-là peuvent tuer, et ces dames-là peuvent tuer et dire, nous sommes allés, nous l'avons tué, et ne sont jugés par personne. C'est une justice qui pratique le principe de deux poids, deux mesures. Et si jamais demain, les dignes fils et filles de l'Afrique, devenus présidents, coalisés pour rompre avec cette cour pénale dite internationale, pour créer la Cour africaine de justice, moi j'appuierai leur démarche. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.